Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Altus Group dont la thématique aujourd'hui est la data et les market analytics au service de la performance des fonds immobiliers. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques informations simplement concernant le déroulé du webinaire. Donc, ce webinaire a été préenregistré. Ne soyez pas déçus puisque de toute façon, dans la partie droite de l'écran, vous pouvez de toute façon à tout moment poser des questions et les réponses vous seront adressées d'ici 24 heures. De la même façon, tout au long du webinaire, des sondages vous seront proposés. N'hésitez pas à nous donner vos inputs et à vous répondre. N'hésitez pas à participer. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir démarrer. Aujourd'hui, avec nos invités que je vais présenter dans un instant, nous allons d'abord faire un état des lieux du marché actuel de l'immobilier, évidemment. Puis nous verrons dans un second temps comment identifier au mieux les opportunités de marché, ce qui est aujourd'hui un véritable challenge, évidemment, dans le contexte actuel. Pour parcourir donc ces sujets, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous et d'accueillir Raphaël Jacquet, Head of Fund Management chez Praemia ex Primonial, également François de la Villéon, Head of Institutional and OPCI Funds chez Amundi. Nous aurons également le plaisir d'échanger avec Julien Sporgitas, Vice President du pôle Advisory Evaluation d'Altus Group, mais également Guillaume, côté stratégie produit et roadmap, notamment pour échanger sur l'évolution, évidemment, des outils d'analyse du marché. Alors, avant qu'on fasse cet état des lieux du marché immobilier, je vais vous laisser la parole et est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un petit peu plus en détail vos activités, Raphaël, si vous voulez bien? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc moi je suis Raphaël Jacquet, depuis 4 ans, je suis à la tête de la gestion des actifs, des fonds SCPI pardon, chez Premia, ex-Primonial. Les SCPI chez nous, ce sont 7 véhicules, 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion, c'est environ 900 immeubles, plus de 3000 baux. Avec 2 gros fonds qui prennent 80% de cette allocation, Primopierre et Primovie. Et nous gérons ces fonds, nous sommes une équipe de 7 personnes au sein de Premia. Merci Raphaël. François? Bonjour Sophie, Bonjour. et moi de mon côté, chez Amundi Immobilier, je m'occupe de la gestion des services aux institutionnels, ainsi que de la gestion des fonds OPCI et des fonds qui sont distribués en unités de compte, et également d'une activité de multigestion immobilière dans ce périmètre. C'est une équipe de 15 personnes chez nous. Merci François. Julien? Merci Sophie. Julien Sporgitas, responsable du pôle advisory d'Altus Group. Notre activité core, c'est la revue de valorisation. On revoit actuellement à peu près 100 milliards d'actifs trimestriellement. À l'échelle pan-européenne, c'est à peu près 5000 actifs, plus de 6000 points de données trimestrielles. Et on est une équipe de 30 personnes réparties sur Paris, Londres et Luxembourg. Merci Julien. Guillaume? Bonjour, merci à tout le monde, merci à Raphaël et François en particulier de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je suis Guillaume Fias, moi je suis en charge de la stratégie pour le groupe Altus et je suis donc particulièrement intéressé par tous ces sujets autour de l'utilisation des données, l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment accompagner les fund managers dans la prise de décision. Eh oui. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je vous propose que nous débutions pour vous donner l'ordre du jour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire un point évidemment sur la situation du marché immobilier en 2024 et nous analyserons en fait ensemble son impact sur la gestion des fonds d'investissement, que ce soit en termes de performance, de collecte, de distribution, de valorisation également. Mais nous verrons aussi l'impact en fait sur les activités des sociétés de gestion. Nous constaterons également comment les écarts de performance constatés sur les SCPI ont poussé le gouvernement à proposer, en tout cas pour l'instant, et peut-être imposer, une valorisation semestrielle. Et ensuite, nous analyserons évidemment l'importance et nous étudierons l'importance de la donnée, avec un grand D, de la data,
et des outils de market analytics avec Guillaume dans l'identification et le suivi des opportunités d'investissement. Alors, pour alimenter un petit peu ce débat, je vais diffuser évidemment une partie des chiffres qui nous ont été fournis par le groupement économique Imostat, justement sur Q2 2024, donc le S1 2024, c'est parti. Alors, en termes de volume de transactions immobilières au 30 juin 2024, voilà ce que l'on constate aujourd'hui. Donc 5 milliards 9, presque 6 milliards de transactions, soit une baisse de 28% sur un an glissant par rapport au S1 2023. Alors cette baisse ne concerne pas tout à fait toutes les classes d'actifs, car en effet, les bureaux et les commerces souffrent toujours un petit peu de la situation post-Covid et de la hausse des taux directeurs, avec 1,8 milliard de transactions pour les bureaux au S1, soit une baisse, 2024 bien sûr, soit une baisse de 55% par rapport au S1 2023. Et concernant les commerces, un volume de transactions de 907 millions d'euros, mais qui donc montre un recul d'environ 51%. Face à cette baisse sur certaines typologies d'actifs, donc bureau-commerce, on constate en revanche l'émergence d'autres actifs comme la logistique et l'hôtellerie qui finalement font preuve de résilience, peut-être aussi une réorientation stratégique des fund managers. Concernant cette fois-ci là les données relatives à la SCPI, donc il y a effectivement les SCPI sont comme victimes d'une baisse de collecte, hein. Clairement, on le sait, Raphaël pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus. Rapidement les chiffres, donc 1,67 milliard de collecte nette pour les SCPI au S1 2024. Mais en revanche, on constate 2,6 milliards de demandes de retrait en T2 2024 et réparties de façon hétérogène selon les SCPI. C'est-à-dire que ça ne concerne pas l'ensemble des SCPI, mais probablement certaines typologies de SCPI, soit la maturité du fonds, soit le type de SCPI, capital fixe ou capital variable. Pareil, nos intervenants pourront nous en dire un petit peu plus sur le sujet. On constate une diminution des rachats de parts entre le T2 2024 par rapport au T1 2024. Concernant justement le prix des parts, en baisse pour 20% des SCPI. Mais globalement, on peut dire que le prix des parts reste stable parce qu'il reste inchangé pour 68% des fonds et en très légère augmentation pour une poignée de SCPI à hauteur de 3%. Concernant la distribution, le taux de distribution, lui, au sein des SCPI, reste stable, voire en légère augmentation, puisqu'on constate en fait un taux de distribution de 2,25 au S1 2024, à comparer évidemment au 2,20 du S1 2023. Donc, grosso modo, même si la collecte était un peu en berne, elle s'améliore légèrement, mais le volume finalement des parts en attente de retrait pèse énormément dans ce contexte de marché. Dernier focus, cette fois-ci plus côté finalement demande sur le marché locatif au S1 2024. Alors, tout d'abord en Île-de-France, donc un taux de prime entre 4,25, 4,75, voire 4% pour certaines transactions de bureaux. Un marché locatif qui reste malheureusement un peu sous pression avec un taux de vacances à 9% et pareil, de la même façon, réparti de manière assez hétérogène géographiquement. Pourquoi? Parce qu'on constate 4,7%, donc presque 5% de taux de vacances à Paris intramuros, contre presque 20%, 18,4% de taux de vacances en première couronne et 15% de taux de vacances à la Défense. La bonne nouvelle, il doit en y avoir une, c'est que les loyers en revanche de marché sont en hausse à Paris et les niveaux de paiement sont maintenus. En région, la situation est la suivante, des volumes d'investissement en baisse de 29% qui finalement suit cette tendance globale à hauteur de 1,1 milliard en termes de transactions. Et côté demande, des demandes en baisse de 20%, ce qui nous revient en fait à l'équivalent sortie Covid de 2020. Et en revanche, pour la première fois, en dessous de la moyenne décennale de 18%. En revanche, Lyon maintient toujours évidemment sa première place en termes d'attractivité. Alors,
je me tourne du coup vers nos interlocuteurs. Des chiffres que vous n'êtes probablement pas sans ignorer. La question qu'on se pose en fait, c'est évidemment quel est l'impact pour vous, sur vous, dans la gestion au quotidien des fonds, dans vos rapports aux investisseurs, dans les projections que vous pouvez faire de distribution et autres. Raphaël, je vous en prie. Euh, Merci Sophie. L'impact, il est quasi sismique pour notre profession. D'abord, parce que la hausse des taux a engendré une concurrence des produits immobiliers qui étaient un petit peu les derniers à permettre d'avoir du rendement avec peu de risques dans un univers où l'argent était gratuit. Et donc, ces produits-là se sont retrouvés en concurrence avec des produits monétaires classiques. Et donc avec des prix qui étaient décorrélés. Donc le premier effet qui a été assez rapide, c'est l'arrêt de la collecte. Et ce qui a donc complètement transformé la façon dont on gère notamment les SCPI, puisqu'avant on avait plutôt tendance à courir après l'investissement parce que la collecte arrivait assez naturellement. Et tout d'un coup, le robinet s'est fermé, donc ça nous a invités à gérer les supports un peu plus comme des foncières. Le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est que avec la hausse des taux, on a eu un repricing des biens. Tout à l'heure, vous parliez des taux prime à Paris qui étaient au-dessus de 4%. Avant la crise Covid, c'était 3. Quand on passe de 3 à 4, on perd 25% de valeur sur du QCA parisien. Donc ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut avoir dès lors que vous êtes dans des localisations où la demande est moins forte. Et donc ça a provoqué beaucoup d'ajustements de prix de part pour des SCPI qui avaient ce qu'on appelle un vintage ancien, c'est-à-dire qui existait depuis probablement, disons, la fin des années 2000 et le début des années 2010. Donc ça a été le deuxième effet. Ensuite, donc, valorisation avec multiplication des demandes, qu'elles soient réglementaires ou évidemment vis-à-vis de nos investisseurs. Et puis le dernier point, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un sujet de liquidité sur des actifs parce qu'on est encore en train de prendre la perte. Dernier élément spécifique, il y a plusieurs typologies d'immobilier. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'enfant un peu plus malade que les autres, c'est le bureau. Avec un changement d'usage, avec la disparition du vendredi, avec des attentes utilisateurs qui sont très différentes de ce qu'ils pouvaient avoir, notamment avant la crise pandémique. L'immobilier de bureau, c'est 70% de l'immobilier d'investissement. Et donc, ça fait beaucoup de challenges pour nos métiers de fund manager. Oui, ça pèse lourd, hein, comme on le disait, effectivement, sur le marché. François, vous, de votre côté fonds institutionnels et OPCI, l'impact et vous, Oui. les mesures? Merci Sophie. Effectivement, ce que disait Raphaël est plein de bon sens et je pourrais compléter avec deux aspects qui nous ont marqués sur les services au sein institutionnel et sur les fonds de type OPCI grand public ou société civile qui sont distribués en unité de compte. Le premier, c'est effectivement avec cette tendance baissière qu'on a connue et cette réduction incroyable du nombre de transactions sur le marché, c'est une demande accrue de visibilité de la part de nos clients institutionnels. Donc, beaucoup plus de données organisées, bien évidemment, des données lisibles, beaucoup plus d'analyses et plus fréquemment. Ça, c'est le premier point. Je fais un parallèle d'ailleurs avec le sujet du financement qui a pu toucher un certain nombre de fonds sur le marché, des SCPI, des OPCI ou des investisseurs institutionnels sur leurs investissements en propre. Les banques ou les établissements financiers sont également demandeurs de beaucoup plus de données, de beaucoup plus de lisibilité sur les dossiers sur lesquels ils sont prêts à s'engager. Et on le sait, il y a un financing gap en Europe très important. Les sources de financement sont moindres, le volume de financement est moindre, et donc il faut également évidemment être dans les meilleurs de la classe pour pouvoir refinancer certains actifs lorsque les financements arrivent à terme. Sur les fonds grand public, on a également un effet qui est plus près de la liquidité à apporter à ces investisseurs
dans un moment où, effectivement, il se pose un certain nombre de questions et s'apprête à prendre des décisions de désinvestissement. Et notamment sur les OPCI grand public, où en permanence, vous le savez, eh bien, nous sommes tenus de pouvoir exécuter des rachats, et donc nous sommes tenus d'anticiper évidemment un niveau de liquidité très important. Et pour cela, il faut pouvoir être prêt à respecter des délais d'arbitrage sur des actifs immobiliers pour pouvoir alimenter effectivement le niveau de liquidité que vous souhaitez apporter à vos investisseurs. Et dans un marché où il y a très peu de transactions, eh bien évidemment, ceux qui parviennent à vendre, c'est ceux qui permettent à l'acheteur de regarder une opportunité d'investissement lisible. Et donc, qui mettent à sa disposition un maximum d'informations et un maximum de données. Oui, François, et alors, ce que vous dites rejoint finalement complètement la thématique aujourd'hui, hein, cette exigence de transparence accrue sur les actifs immobiliers par gestion des portefeuilles. C'est vraiment voilà, la data, comme on le disait, avec un grand D, et on va pouvoir d'ailleurs avancer dans ce sujet dans la deuxième partie. Juste en attendant, j'aurais voulu donner quand même la parole à Julien Sporgita, je le rappelle, hein, directeur du pôle Advisory Evaluation côté Altus. Et je voulais savoir, c'était un petit peu notre observatoire interne ici. Je voulais savoir si vous observiez exactement ces mêmes tendances. Je crois que vous avez sorti un benchmark en fait pan-européen avec des actifs de fonds faisant partie de l'OCDE. Est-ce que vous constatez la même chose, Julien? Oui, Sophie, donc pour pas paraphraser Raphaël et François, effectivement, premièrement au niveau des collectes dans notre marché un peu core, qui est le marché pan-européen, fonds ouverts, core, la tendance est absolument la même, une baisse historique au niveau collecte. Évidemment, la politique de taux de ces 2 dernières années a eu un effet que Raphaël a bien décrit, 2 années a priori de correction de valeur plus ou moins marquée et consistante trimestre après trimestre. C'est seulement depuis début de l'année, voire même T2 et les tendances qu'on va se profiler sur T3, que les valeurs semblent avoir stabilisé, avec la grosse question par rapport à la fin de l'année et le fait que les taux directeurs ont encore diminué de 50 bips. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des valeurs? C'est un petit peu les attentes sur la fin de l'année restent encore à clarifier. Mais là où je voulais aussi rebondir sur ce que disaient Raphaël et François, c'est dans ce climat d'incertitude, dans ce climat de volume de transactions historiquement bas, le besoin d'être capable d'analyser la performance de ces actifs en détail par rapport à des questions soulevées par les investisseurs, par les comités d'investissement, nous semble beaucoup plus présente qu'avant. Et donc, dans notre exercice de collecte trimestrielle, l'aspect benchmarking est devenu absolument fondamental et les clients nous demandent vraiment d'analyser le profil de cash flow, le profil de yield d'un actif dans une géographie bien ciblée par rapport à la concurrence ou au peer set. Donc ça, c'est devenu des choses qui sont assez récurrentes, centrales dans les priorités de nos clients. Le gros défi, évidemment, c'est d'avoir suffisamment de profondeur pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là, d'être capable de sortir aussi la donnée idéalement à l'instant T, parce que pour le moment, on est plus 6 à 8 semaines après la clôture. Et je pense que c'est sur justement la capacité de collecter cette donnée de manière un peu plus rapide, où ça serait intéressant d'avoir l'intervention de Guillaume dans notre présentation. Et nous l'aurons. Juste pour revenir sur un petit sujet d'actualité, le gouvernement a émis une ordonnance début juillet, une proposition proposer et peut-être imposer une valorisation des SCPI semestrielle, tous les 6 mois, de manière à réajuster, enfin pas réajuster, mais en tout cas à avoir un prix de part juste, on va dire.
Raphaël, François, est-ce que, alors c'est dans le prolongement d'une demande de l'AIFM qui avait eu lieu sur l'année 2023, hein, évidemment, mais bon là on légifère en l'occurrence. De votre côté, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà anticipé et finalement ce n'est qu'une réponse gouvernementale à un concept déjà actuel sur le marché, ce besoin d'une valorisation plus resserrée en fait, semestrielle plus qu'annuelle? Est-ce que ça change aussi quelque chose pour vous? Juste pour corriger votre propos, Sophie, c'est l'AMF qui nous avait demandé ça, pas l'AIFM, Ah pardon, en excusez-moi, oui, 2023, mais pardon. ça, il y a pas de Pardon problème. pour la faute. Alors, le premier élément, c'est que usuellement, on reconnaît que le pas de temps en immobilier, notamment en matière de valorisation, c'est plutôt le trimestre. Heu, Oui. En dessous, ça a moins enfin, ça a moins d'impact, sauf s'il se passe quelque chose de très significatif sur un actif. Au-delà, et notamment sur de l'annuel, comme c'était le cas sur les SCPI, c'était un peu un pas de temps qui était un peu long. Après, il y avait un besoin qui était, moindre parce que, une fois de plus, hein, comme on a vécu une quasi-décennie, de taux, complètement zéro, on a vu, une compression lente mais continue des taux, de rendement immobilier. Donc la problématique de la valorisation, elle était moins importante en SCPI, et elle était d'autant moins importante que la SCPI, c'est un produit de coupon. C'est-à-dire que la promesse qui est faite par les sociétés de gestion, c'est: vous investissez ces temps et vous allez avoir tant de coupons. Donc on se focalise surtout sur, ce qu'on appelle l'income return, c'est-à-dire le rendement issu des loyers et moins le rendement, issu, du capital et de la valorisation des actifs. Pour dire les choses clairement, ce qui était donc, si on schématise un petit peu sévèrement, un relevé de compteur est devenu un élément ultra stratégique très rapidement. Nous, on avait anticipé, la demande de l'AMF, l'année dernière déjà, puisque moi j'avais demandé, une campagne d'expertise qu'on a fait, finalement, pour la demande de l'AMF. Et le fait d'arriver à des valorisations semestrielles, je pense que c'est absolument essentiel. Alors d'abord pour répondre à ce qui maintenant va devenir une loi, enfin est devenu une loi, mais c'est aussi par rapport à nos clients. Alors nous, en retail, on a beaucoup de clients institutionnels et beaucoup de clients personnes physiques. Un marché quand il se met à tousser et quand il se refroidit, le seul moyen pour qu'il reparte, c'est de rétablir la confiance et de mettre le bon prix au bon endroit. Donc c'est un élément absolument primordial. C'est quelque chose qui naturellement a fait l'objet chez nous d'une revue complète de nos process, en termes de, disons fluidité, de la donnée. Justement pour nous permettre d'avoir à la fois les meilleures photos dans les délais les plus courts au moment je dirais des clôtures, et puis pareil en prévisionnel, pour être en capacité d'essayer d'anticiper les tendances en matière de valorisation. Super, merci Raphaël. François, en Oui, seconde de votre côté, peut-être l'impact? Oui, je vais compléter encore une fois ce que dit Raphaël, qui est tout à fait juste. Et Amundi le sait bien, puisqu'on a été assez tôt dans cette analyse-là, sur la base de l'ensemble du portefeuille qui est géré par Amundi, qui inclut effectivement mes activités auprès des institutionnels et sur les fonds OPCI et les sociétés civiles. On a très vite vu effectivement qu'on était devant on faisait face à des baisses de valeur sur certains actifs, notamment les bureaux, qui sont arrivés assez rapidement. Et effectivement, dans les échanges avec les experts, on sentait que les conséquences de l'augmentation des taux allaient se retrouver effectivement sur plusieurs mois, voire peut-être sur plusieurs trimestres, et ça s'est confirmé. Alors ça légitime en effet plus de transparence. La transparence a été un vrai argument pour toutes les sociétés de gestion qui ont poussé, qui ont accompagné effectivement cette décision et qui ont répondu présent à cette demande de valoriser de façon semestrielle sur des produits qui n'y étaient pas contraints jusqu'à présent. Alors à cela, un certain nombre d'acteurs ont rétorqué que cela apportait de la
volatilité sur un produit qui s'inscrit dans le temps long. Et en effet, il peut y avoir une certaine légitimité à cette remarque. En tout cas, il faut la prendre en compte. Je disais tout à l'heure que sur certains des produits que je gère, il y avait une contrainte. On s'applique à apporter une liquidité suffisante pour accompagner nos investisseurs dans leurs décisions, les investisseurs grand public notamment, dans leurs décisions de désinvestissement peut-être. Mais justement, il s'agit également de les accompagner à la fois avec une transparence maximale, mais sur tous les éléments. C'est-à-dire qu'il s'agit également de les rassurer, de les informer et puis également de les rassurer sur la qualité de leur portefeuille et sur l'évolution de la valeur. La qualité du portefeuille s'inscrit dans le temps long et la valeur, l'augmentation de la fréquence de la valorisation des actifs, effectivement, s'inscrit plutôt dans un horizon plus court si on augmente cette fréquence. Et donc l'équilibre des deux permet pour l'investisseur d'être gagnant. Mais effectivement, il faut que ce soit équilibré. Il faut que chaque société de gestion, et je pense que les grands acteurs aujourd'hui de ce marché immobilier le font, informent à la fois leurs investisseurs sur l'évolution de la valeur à un temps T de leurs actifs, mais également sur la qualité du portefeuille et les perspectives qu'il peut y avoir en restant investisseur, en étant investisseur sur ces portefeuilles immobiliers. Super, merci François. C'est plutôt finalement une bonne nouvelle qui vient asseoir et on va dire, en tout cas, conforter ou en tout cas qui va permettre de regagner ou de maintenir la confiance des investisseurs sur ces types de fonds. Julien, dans le cadre des activités de revue de valorisation que vous faites, justement, vous avez observé ces réajustements de valeur de part et plus particulièrement, surtout, quelle est la méthodologie, et pour le coup à IFM, observée sur ces réajustements et qu'est-ce que vous avez mis en place pour garantir aux porteurs une fair value solide? Oui, Sophie, alors nous, notre proxy est un peu le monde instit dont faisait référence François et Raphaël, où là, la liquidité, enfin, les fréquences de valorisation suivent la liquidité. On est plus sur des process qui sont trimestriels. Ça nous arrive de voir même du mensuel dans certains cas de figure, mais de notre point de vue, le changement réglementaire de l'AIFM autour de la gouvernance CPI en termes de valo, ça me semble être une évolution un peu naturelle du modèle. Si je prends comme référentiel, hors mon instinct, des véhicules ou alors des produits SCPI-like dans d'autres régions, que ce soit en Amérique du Nord ou au UK, on est aussi sur des fréquences de valo qui ont quand même tendance à suivre la liquidité du produit, du fonds. Donc ça nous semble être une évolution naturelle d'un point de vue AIFM et ce qu'on voit au niveau réglementaire, c'est quand même une pression accrue sur les fonctions de valo internes aux AIFM. Il y a peu de temps, ces fonctions étaient parfois hybrides entre une fonction risque, une fonction valo. Les intervenants portaient parfois plusieurs chapeaux. Ce modèle-là est devenu obsolète. Les régulateurs exigent une fonction valo dédiée avec de la gouvernance, des procédures qui sont documentées. Et donc pour moi, dans un marché et dans un environnement tel que celui dans lequel on se trouve, peu de transactions, quand même de l'incertitude, ça me semble être une évolution logique et naturelle. Très rapidement, Bien sûr. très rapidement, les régulateurs, enfin notamment l'AMF, a demandé une fréquence plus accrue. Ils regardent nécessairement la façon dont les expertises sont faites. Vous savez qu'il y a des méthodes qui sont connues, mais ils vont être plus attentifs. Et vous avez aussi la BCE qui est pas mal intéressée par la problématique des valorisations des actifs immobiliers parce que François en parlait, il y a pas mal de banques qui ont prêté de l'argent dans le cadre de la mise en place, la construction de ces portefeuilles. Et c'est un sujet, si je puis dire, à la mode. Donc en fait, c'est soit par la contrainte, soit par l'anticipation de la contrainte, soit parce que c'est une bonne règle de gestion. C'est un sujet qui prend de l'ampleur, même sur des véhicules qui sont surtout tournés sur le coupon, pour parler de mes petites affaires. C'est fini, mais bien entendu, super. Merci beaucoup.
Merci, messieurs, pour ces inputs et ces éclairages très intéressants. Je rebondis sur le sujet des valorisations, mais je vais aller du coup un petit peu plus loin. Là, il ne s'agit pas d'avoir une vue backward, mais plutôt de se tourner vers l'avenir. Question cruciale, et je vais être très directe. Messieurs, où se situent aujourd'hui les opportunités d'investissement selon vous? Comment les identifier? Comment vous les identifiez? Et voilà, comment suivre, encore une fois, et déterminer ces opportunités dans un marché actuel où, on le disait tout à l'heure, finalement, il y a quand même peu de comparables. François. Alors, c'est une excellente question à laquelle, évidemment, nous cherchons tous à répondre au quotidien. Ce qu'on peut dire, et en faisant suite à un certain nombre d'éléments qui ont été présentés aujourd'hui, c'est que dans un marché où il y a beaucoup d'attentisme, il faut convaincre. Dans un marché où il y a très peu de transactions, eh bien, il faut chercher. Et pour chercher, il y a deux moyens. Il y a l'information. Donc, trouver l'information, l'analyser, la traiter pour en tirer les messages clés. Et puis ensuite, il y a le terrain. Euh, Aujourd'hui, dans le marché dans lequel on est, dans l'immobilier, en Europe à tout le moins, il y a une prime au terrain. Les meilleures transactions, les opportunités effectivement de proposer à nos investisseurs le rendement qu'ils attendent, avec des attentes pardon, qui sont évidemment plus élevées qu'auparavant, suite à l'augmentation des taux. Ils se comparent avec effectivement les autres opportunités d'investissement qu'ils peuvent avoir. Eh bien, il est nécessaire d'aller sur le terrain pour dénicher effectivement des opportunités, pour identifier les développements possibles, pour innover sur tout ce qui peut être fait pour créer de la valeur et apporter de la valeur en fonction des opportunités qui se présentent. Et ça, c'est une vraie différence avec un marché où finalement le volume de transactions permet de travailler plus sur le fait de trouver son marché, de trouver son acheteur, l'identifier correctement, plutôt que finalement trouver la stratégie qui peut se déployer sur une opportunité donnée. Ok, Voilà. merci François. Très rapidement, juste pour compléter ma question, du coup aujourd'hui, sur quel type de données finalement vous travaillez? Qu'est-ce que vous utilisez dans vos analyses et comment vous réussissez à intégrer finalement et consolider toutes ces informations pour vous permettre évidemment de prendre les meilleures décisions? À quel type de données vous faites appel? Alors, si je peux enchaîner effectivement sur le sujet précédent, je fais un lien immédiat. Quand je parlais de primo-terrain, c'est une vraie contrainte, c'est-à-dire qu'il faut être capable de déployer des équipes, évidemment, mais il faut être capable d'avoir accès à des données beaucoup plus diffuses et des données selon une granularité beaucoup plus élevée. Il faut rentrer dans le détail pour aller chercher les opportunités dans le détail, sur le terrain. Et donc ça, c'est une contrainte importante en matière de données. Il y a un autre exemple qui vient immédiatement en tête, évidemment. On parlait de la BCE tout à l'heure, Raphaël parlait de la BCE qui s'informe, qui s'intéresse de plus en plus, effectivement, au contexte dans lequel le marché immobilier se développe. Eh bien, les organes de réglementation aujourd'hui sont beaucoup plus gourmands en données. Ils sont beaucoup plus gourmands parce que effectivement ils ont leur rôle de régulateur qui s'accroît, mais également parce qu'ils ont accès déjà à beaucoup plus de données dans une économie où effectivement cette donnée est plus abondante. Et aujourd'hui, il y a un type de données, pour moi, qui a émergé dans les dernières années et qui est de plus en plus demandé pour plusieurs raisons. C'est toutes les données qui tournent autour de la consommation énergétique, des objectifs ESG d'une manière générale, pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que la dimension ESG apporte énormément de liquidité et de valeur aux meilleurs actifs sur ce plan-là, sur le marché.
Et la deuxième raison, c'est que de plus en plus, nos investisseurs, en tout cas c'est d'autant plus visible chez nos investisseurs institutionnels, nos investisseurs, nos clients vont devoir rendre des comptes sur la base d'engagements qu'ils ont pris de ce point de vue-là. Et donc, ils ont besoin de voir en transparence, effectivement, de mesurer en transparence des données, des indicateurs qui ont trait à ces aspects ESG. Et nous devons leur produire, effectivement, et organiser cette donnée, leur produire des analyses qui leur permettent, effectivement, de faire le suivi qu'ils ont besoin de faire pour rendre des comptes. Par ailleurs, on sait que sur le marché des produits grand public, il y a une vraie demande, effectivement, des investisseurs pour donner du sens, d'une manière ou d'une autre, à leur investissement. Et c'est un bon moyen de le faire. Et donc, le volume de données et la granularité des données sur les aspects ESG, en termes de consommation, de réalisation, eh bien, est beaucoup plus important. Ça, c'est un exemple, je pense, qui est assez frappant. Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose à ce que dit François sur cette granularité de données? On sent vraiment que c'est clé en fait, et c'est assez pivot dans le choix des opportunités d'investissement. On va pas faire de buzz parce qu'on est quand même pas mal d'accord sur les données ESG. Je suis complètement aligné, d'autant plus qu'on en parlait comme d'une donnée qui était extra-financière. Alors qu'en fait, derrière une donnée ESG, généralement, il y a des travaux. Et notamment dans des plans de CAPEX, dans un univers où on a moins de sous, forcément, les premiers travaux qu'on veut sanctuariser, c'est ceux qui permettent de garder, enfin de conserver ou de faire venir des locataires. Mais très vite après, en deuxième rang ou quasiment en équivalent, on a ces données-là. Je suis complètement aligné. Pareil, soit par contrainte, parce que décret tertiaire, parce qu'obligation de tel ou tel investisseur, soit par souhait d'essayer de l'anticiper un tout petit peu en allant chercher des labels. Et en essayant d'avoir un coup d'avance sur un environnement en plus législatif qui est en pleine mutation finalement depuis les accords de Paris 2015. Et puis, peut-être pour revenir sur l'ensemble plus général, puisqu'on parle d'opportunités, en fait, dans un marché qui est aussi secoué, où il y a si peu de liquidités, aujourd'hui, on a beaucoup moins le droit à l'erreur. Et moi, je rejoins aussi l'autre argument que François évoquait, c'est le sujet de la granularité. Pendant tout un temps, un immeuble, c'était devenu un taux sur un loyer, pour ainsi dire. Maintenant, la problématique de qui est le locataire, quelle est son activité, quelle est la valeur métrique, quel est le loyer métrique, quelles sont les contraintes physiques que j'ai sur l'actif. Ça fait que vraiment le maillage de l'information que l'on va analyser, alors il a toujours été là, mais on se repenche beaucoup plus dessus. On est beaucoup plus granulaire, que ce soit pour des opportunités d'investissement que pour nos réflexions stratégiques en asset management. Aujourd'hui, dans les politiques de rotation d'actifs, est-ce qu'on va vendre tel ou tel actif parce qu'on fait tourner le portefeuille? Moi, je constate qu'on crunch beaucoup plus d'informations dans un univers qui est plus tendu parce que on veut prendre la bonne décision et la meilleure décision pour nos investisseurs. Alors, en fait, c'est vrai que... J'ajouterais, Oui. pardon Sophie, Je vous en excusez-moi, prie, j'ajouterais peut-être quelque chose parce que vraiment ce que dit Raphaël m'interpelle. Effectivement, la tension sur ce marché est un facteur déterminant. Le fait qu'il y ait très peu de transactions pour certaines typologies d'actifs notamment, elle nous amène à faire quelque chose plus encore qu'on ne le faisait auparavant. C'est-à-dire que quand on n'a pas de comparable, pour faire le prix, pour Voilà. imaginer le prix d'un actif, eh bien, il va falloir aller chercher un maximum d'informations sur les drivers qui vont venir impacter la valeur d'un actif. Qu'est-ce qui va faire évoluer la valeur d'un actif? Est-ce que c'est le contexte macroéconomique? Est-ce que c'est justement sur le plan microéconomique un certain nombre de choses? L'accès à une source d'énergie importante? Est-ce que c'est effectivement des données sur la nature de l'asset management qui a été réalisé sur cet actif, etc., etc. Effectivement, en l'absence de comparables, on va aller chercher beaucoup plus de données qui sont des données qui nous permettent de reconstruire finalement un prix alors qu'on ne l'a pas, alors qu'on ne le déduit pas finalement de ce marché qui est insuffisant pour le faire.
OK. En fait, c'est vrai que tout au long là de ce webinaire, on se rend bien compte au fur et à mesure que l'on vous écoute, que finalement, la difficulté réside à, l'exigence, on l'a dit, de transparence de la donnée, la granularité supplémentaire de la donnée qui va venir peut-être un peu augmenter finalement, le volume des données analysables et en tout cas, dont on aurait besoin, pour pouvoir identifier correctement, les opportunités d'investissement. Du coup, on se rend compte que le challenge est énorme. Alors, on avait l'habitude de parler ces dernières années de big data, hein, qui est comme un peu une réponse technique finalement à ces besoins de données. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'intelligence artificielle. Et alors, du coup, c'est là où je me tourne vers Guillaume. Guillaume, comment Altus aborde ces sujets? Comment on fait pour fournir, enfin collecter, stocker et aussi fournir finalement cette donnée à nos clients? Non, c'est passionnant parce que tout ce dont on parle depuis le début de ce webinaire, il y a quand même un fil, hein, c'est plus de transparence, plus de rapidité Ouais. d'analyse, comment travailler dans un marché comme moins de transactions, de quelles données on a besoin. Donc le sujet fondamental sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire dans cette industrie d'immobilier, c'est l'harmonisation, la fluidité, la transparence sur des jeux de données. Et en fait, on commence, ça fait 20 ans qu'on en parle, on commence à mettre vraiment le doigt sur ce que veut dire le big data dans un domaine comme le nôtre. Juste pour simplifier, je vois 3 cercles concentriques d'informations dont on a parlé là. Il y a des informations que chacun de nos clients, chez Premia, chez Amundi, c'est vos informations sur vos immeubles, vos portefeuilles, des informations techniques, des informations sur les locataires, les baux, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont chez vous, qui sont privées, dont vous êtes les propriétaires, les exploitants. Et à partir de ça, il y a déjà un paquet d'analyses, hein. Traditionnellement, c'est à partir des états locatifs, des plans de travaux, qu'on établit des cash flows, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dans ce premier cercle de données, qui a toujours, qui n'a toujours pas, en tout cas, accouché d'un moyen simple d'analyser, de comprendre et de transformer ces données pour en faire un usage. Il y a un deuxième cercle autour de ça, c'est qu'une fois qu'on a harmonisé ces données, on peut commencer à se comparer aux tiers et aux pairs. Parce que quand on sait qu'on a un immeuble dont la valeur a augmenté de 3% ou la performance a baissé c'est une information, mais ce qui va compter, c'est par rapport aux autres. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Moi, j'ai monté de 2,7%, mais si les autres ont monté de 5, j'ai pas bien fait mon travail d'asset manager. Et ça va contribuer à l'analyse de la performance, à l'analyse de la valeur. Et puis, il y a un troisième cercle, qui est celui qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et François, vous en parliez il y a quelques secondes, c'est toutes les données publiques. Les données démographiques, les données macroéconomiques, les données de recensement, les permis de construire, les risques météorologiques ou sismiques ou à un endroit donné. Enfin, il y a un ensemble d'informations qui, pour le coup, sont de l'ordre du big data et qui fondamentalement sont déjà prises en compte dans le travail qui est fait, hein, aujourd'hui. Mais c'est des informations qu'on va récupérer à droite, à gauche, sur des plateformes différentes, qu'on essaye d'assembler, que les valorisateurs, les experts externes essayent d'agréger dans un ensemble cohérent. Mais le fait aujourd'hui de pouvoir accéder à ces informations sur ces 3 cercles commence à ouvrir une façon de regarder la valeur qui est très, très différente, surtout dans un monde comme celui d'aujourd'hui où il y a peu de transactions, donc l'établissement du prix ne peut pas se faire par rapport à des transactions récentes. On est obligé de le faire sur des données qu'on va chercher ailleurs, voilà, et qu'on va essayer d'assembler. Le lien juste avec l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, là, on parle de masses de données qui sont phénoménales, qui ne sont pas traitables manuellement, et donc on fait appel à l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier des signaux, d'identifier des informations pertinentes et leur application à ce qu'on est en train d'essayer de faire, que ce soit une acquisition ou une valorisation d'actifs. Donc c'est là qu'il y a un chantier très important, mais on a pu voir ces dernières années des progrès considérables, c'est-à-dire que, à l'image de ce qu'on a vu avec ChatGPT, on se rend compte tous, en tant que personne en ce moment, on se rend compte du fait que ces technologies sont en train d'arriver. On est à l'orée d'un changement assez profond dans la façon dont on va pouvoir assister l'humain dans la valorisation d'un actif et essayer d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup plus de transparence sur la méthode de calcul. Du coup, finalement, un peu le point de départ de ça, hein, de cette collecte de données qui va permettre de faire des analyses pertinentes,
c'est un petit peu l'accès et la disponibilité de cette donnée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une petite disparité, par exemple, entre le monde anglo-saxon et surtout principalement finalement les USA et le Canada, où j'ai l'impression qu'on dispose d'un petit peu plus, en tout cas les données sont plus ouvertes, on dispose de jeux de données plus complets. L'équivalent en Europe existe? Alors là, c'est vrai que pour un paquet de raisons, hein, des raisons de marché, en France, en Europe, on est quand même protégé par le règlement général sur la protection des données, le RGPD. C'est vrai que dans certaines autres régions du monde, les informations sont partagées de façon beaucoup plus facile. Voilà, donc je ne me permettrai pas de faire un commentaire moral sur ce point-là, mais en tout cas, c'est vrai que là, je reviens d'une semaine à Boston où Altus avait une grande conférence avec l'ensemble de ses clients nord-américains, et dans laquelle on a présenté des outils qui couvrent ces 3 cercles concentriques dont je viens de parler, c'est-à-dire l'analyse actif par actif de données qui ont été harmonisées avec l'ensemble de nos clients. Ces données sont regroupées et sont maintenant comparées dans un outil de benchmarking qui fonctionne en temps réel, c'est-à-dire que tous les utilisateurs à travers le monde qui font leur valorisation en utilisant les services et les produits d'Altus contribuent au benchmark et en échange de ça peuvent se mesurer à n'importe quel instant sur la performance de leur portefeuille et de leurs actifs, et avec un niveau de granularité qui est jusqu'à la ligne d'un contrat de charge à l'intérieur d'un immeuble. Et donc, c'est en train d'arriver, voilà, mais il faut des mœurs et des pratiques qui s'y prêtent. Et en 3e niveau, on a aujourd'hui un certain nombre de moteurs d'intelligence artificielle qui nous amènent à fabriquer ce qui s'appelle des AVM, des valorisations automatisées, en regardant les mouvements GPS des particuliers, en regardant les données de recensement, les revenus, le nombre d'habitants par foyer, la façon dont les gens se déplacent, où est-ce qu'ils... En regardant des données macroéconomiques, les courbes de taux, la façon dont... Et on agrège l'ensemble des informations, et là on a des modèles d'intelligence artificielle qui tournent et qui aident à proposer, non pas définir, mais proposer des courbes de distribution d'une valeur possible. Il y a 95% de chances que cet actif-là, sa valeur soit entre temps et temps, et avec derrière l'ensemble des informations qui ont permis d'arriver à ce constat-là, et qui permettent également de rentrer un peu dans le monde du prédictif, c'est-à-dire en fonction de toutes les informations que l'on peut constater aujourd'hui sur le marché au sens large, il est probable que cette valorisation ait une tendance haussière de l'ordre de dans les 3 mois qui viennent. Donc c'est un autre monde qui n'est pas accessible encore aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui en Europe, on arrive, avec l'aide de Julien et de toutes ses équipes, à ce second niveau qui est de dire on a toutes les valorisations, on les harmonise, on s'assure de leur cohérence, de la façon dont elles sont construites, et du coup, on peut comparer sa propre performance aux tiers et aux confrères. Mais ce 3e niveau qui consiste à analyser les informations de marché, en Europe, c'est éminemment plus compliqué du fait notamment de l'éclatement de l'Europe en N juridictions, N sources de données, puisque chaque pays a des modes de fonctionnement et des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Donc le gros enjeu pour nous Altus aujourd'hui, c'est ça, c'est de réussir à devenir l'acteur qui va harmoniser un certain nombre de données à l'échelle européenne pour pouvoir les intégrer dans nos moteurs d'analyse. Oui, on aura peut-être encore besoin de quelques efforts législatifs probablement là-dessus. En tout cas, ça rejoint ce que disait François sur la reconstruction finalement d'un prix de marché pour un actif. Et puis, je trouve ça fabuleux en tout cas ces modèles prédictifs, c'est-à-dire l'utilisation de données en fait périphériques pour ensuite définir une valeur d'actif. C'est vraiment Aider à définir. On appelle ça un aider à copilot. définir, ouais, On ne peut tout pas à fait. remplacer l'analyse d'un individu in fine, mais par contre, on peut l'aider en lui proposant. Voilà, selon certains scénarios, il y a 3 valeurs possibles. Après, l'expert peut s'en aider. Merci beaucoup, Guillaume. Quelques mots sur la roadmap Altus ou... La roadmap Altus, elle couvre à peu près ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a ces 3 niveaux là d'analyse, au niveau des données d'un portefeuille de clients, qu'on associe aux données de ses pairs, et puis qu'on associe à des données de marché par la suite. On a fait ces lancements aux États-Unis, les produits sont sur le marché. En Europe, on a les 2 premières couches qui arrivent dans le courant de cette année, avant la fin de cette année. Et on travaille ardemment sur cette 3e étage de fusée qui va prendre beaucoup d'années parce qu'il y a la construction technique, mais il y a aussi l'acceptation, j'allais dire, sociale. C'est-à-dire quand on a des modèles d'intelligence artificielle, il faut que les gens se les approprient avant de pouvoir les utiliser. Donc, il y a un petit bout de chemin encore à faire en Europe, mais d'ores et déjà en 2025,
on a un ensemble de solutions qui vont permettre à nos clients de plus en plus de se comparer au benchmark et d'analyser leurs performances dans des conditions de rapidité et de transparence infiniment supérieures à ce qu'on avait jusque-là. Ouais, c'est formidable. Bon, en fait, on peut considérer qu'Altus a déjà cette réponse technique. Maintenant, reste l'influence culturelle et ou réglementaire autour de cette réponse technique sur la collecte, évidemment, et l'agrégation de données. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Ce webinaire touche à sa fin. Encore une fois, ce sujet est éminemment vaste et complexe et on aurait pu encore discuter des heures sur le sujet. On comprend aujourd'hui finalement que les enjeux qui concernent la performance des fonds résident vraiment dans la capacité de pouvoir stresser des business plans avec flexibilité et fluidité à l'aide de ces fameuses données de marché centrales, mais également, on l'a vu, périphériques. Je remercie donc, comme je le disais, chaudement nos invités, Raphaël, François, Julien et Guillaume, pour vos inputs, somme toute pertinents. Je vous remercie aussi, vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Si vous avez des questions sur le webinaire, donc, vous pouvez toujours nous contacter a posteriori sur l'adresse contact-us@altusgroup.com. Merci encore et à bientôt. Surveillez également vos boîtes aux lettres. Il se peut que d'autres sujets et d'autres webinaires soient en cours de réalisation. Merci encore. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci Sophie, merci à tous. Merci.